Bonjour à tous, voici la capsule vidéo numéro 4, préparatoire au cours 5, début du chapitre 2, la classification périodique des éléments. Publiée en 1869 par Mendeleïev, cette classification périodique des éléments s'appuie sur des travaux antérieurs et propose un nouveau système de classement combinant ordre des masses atomiques et propriétés connues des éléments à l'époque. Les masses atomiques sont alors données en grammes par mol. On voit ici les chiffres correspondant, notamment pour l'hydrogène, à des grammes par mol. On reconnaît l'hydrogène, le beryllium. Mendeleïev connaît une soixantaine d'éléments à l'époque. L'idée est de combiner un classement par masse atomique croissante et en regroupant les éléments par propriétés semblables, et les propriétés connues des éléments à cette époque permettent de changer de colonne et ainsi d'avoir un classement qui allie masse atomique et propriétés connues. L'intuition est encore assez forte parce que Mendeleïev va laisser des espaces à l'intérieur d'un certain nombre de colonnes dans lesquelles il prévoit que des éléments doivent figurer d'après la prédiction des propriétés et de l'évolution des propriétés dans une colonne. Il ainsi à l'intuition de l'EK aluminium, qu'on trouvera un petit peu plus tard sous le nom de gallium, 6 ans plus tard. Vers le tableau moderne, quelle est l'évolution? Eh bien, un système de classement qui n'est plus par masse atomique croissante, mais par numéro atomique. Donc on se retrouve avec effectivement un classement par Z croissant, et non plus en colonne pour Mendeleïev, mais en ligne, avec ici donc un passage à la ligne suivante lorsque on arrive à une zone qui est effectivement de propriétés très différentes des éléments précédents. En regroupant les alcalins sans l'hydrogène, on les a mis effectivement dans la colonne numéro 1 ici. On a regroupé l'hydrogène au-dessus des alcalins, une petite différence par rapport à ce que Mendeleïev avait fait. La découverte des éléments dont l'existence était prévue par Mendeleïev mais dont il ne connaissait pas réellement l'existence a été faite. Donc le gallium, on en a parlé, de masse atomique 69,7 alors que Mendeleïev prévoyait 68. Effectivement, a été découvert par le français Lecoq. Et de la même façon, le germanium a été découvert aussi, avec des propriétés assez voisines de ce que Mendeleïev avait pu prévoir, notamment en termes de température de fusion, par exemple, ou aussi de couleur. Autre découverte majeure et avancée majeure par rapport au tableau de Mendeleïev, on connaît actuellement ce qu'on appelle les gaz rares, néon, argon, krypton, xénon, radon, dont Mendeleïev ne connaissait pas l'existence, puisque ce sont des gaz relativement inertes qui ont peu de réactions chimiques. L'hélium, quant à lui, est classé, on le verra dans la colonne aussi des gaz rares, mais c'est un gaz qui est un petit peu différent. Argon, néon ont été découverts en 1894 et 1898. L'hélium, lui, avait été découvert en 1868 par des mesures spectroscopiques dans le Soleil, mais Mendeleïev ne le connaissait pas encore. Il a été identifié sur Terre en 1898. Donc tous ces éléments-là n'étaient pas dans la classification initiale de Mendeleïev. Le tableau que l'on utilise aujourd'hui comporte 7 périodes, ce sont les lignes, et 18 colonnes, qu'on appelle aussi des familles ou des groupes. Les éléments les plus lourds sont des éléments radioactifs qui sont situés dans la partie basse ici. Ces deux lignes ont été extraites du tableau pour que l'ensemble du tableau tienne dans une feuille A4 en format paysage. On notera donc que ces deux lignes ont un nom particulier, ce sont les lanthanides et les actinides. Si on suit l'ordre des numéros atomiques à partir du lanthane qui est ici Z égale 57, on voit qu'on passe à Z égale 58 au cérium et que
l'avancée se prolonge tout le long de cette ligne qu'on appelle la ligne des lanthanides, jusqu'au lutécium, Z égale 71, et ensuite on reprend à l'hafnium, Z égale 72, Z égale 73, etc. etc. Et même chose, lorsqu'on arrivera à l'actinium Z égale 89, eh bien on passera à la deuxième ligne qu'on appelle les actinides, cette ligne qui a été extraite du tableau 89, 90, 91, etc. Donc le tableau présenté ici présente 103 éléments. On en connaît un petit peu plus, mais pour ce qui nous occupe cette année, ça sera suffisant. L'intérêt maintenant par rapport à ce qu'on a appris sur les atomes et leur configuration électronique, eh bien, c'est de comparer la construction du tableau avec les configurations électroniques des atomes. Puisque l'ordre de classement est celui des Z croissants, on passe d'une case à l'autre en ajoutant un électron dans les différentes orbitales des atomes neutres. Et on va montrer que l'ordre de Kleshkovsky est, à quelques exceptions près, respecté par la construction du tableau. Donc effectivement, si on commence par l'hydrogène à 1s1, ensuite vient l'hélium qui a 2 protons dans le noyau, donc 2 électrons autour de l'atome du noyau si l'atome est neutre, on aura donc un S2, et voilà la première période qui est donc constituée de 2 éléments. La deuxième période commence avec le remplissage de la couche 2s, d'après l'ordre de Kleshkovsky, 2s1, puis 2s2, et on sait que dans l'ordre de Kleshkovsky, ensuite vient le remplissage de la couche 2p, avec 2p1, 2p2, et on voit effectivement qu'on a 6 cases qui correspondent au remplissage de la couche 2p jusqu'à 2p6 pour le néon dont on a parlé tout à l'heure. Ainsi de suite pour les périodes 3, 4, 5, 6, avec évidemment quelque chose de nouveau par rapport aux périodes précédentes, c'est qu'à partir de la période n égale 4, on sait que peut commencer le remplissage de la couche 3D, là encore, conformément à l'ordre de Kleshkovsky. Sur un tableau périodique déjà rempli, on va pouvoir observer quelles sont les particularités. Donc pas de difficulté sur les premières périodes 1, 2, 3, où l'ordre de Kleshkovsky sera respecté. À partir de la période 4, l'ordre est aussi respecté, avec quelques exceptions dont on a parlé au niveau des structures S2, D4, qui en fait sont moins stables que S1, D5, ou S1, D10, qui sera beaucoup plus stable que S2, D9. Autre particularité, lorsque on arrive à la période 6, eh bien, l'ordre de Kleshkovsky par rapport à la construction dans le tableau est un petit peu différente. Enfin, en tout cas, la construction du tableau est un petit peu différente par rapport à l'ordre de Kleshkovsky, puisque on voit que le passage après le lantane, qui a une structure en 5D1, voit le remplissage des couches 4F à partir du cérium uniquement, alors que d'après Kleshkovsky, il devrait commencer à partir du lantane. Donc on retiendra simplement que le lantane et l'actinium ont une structure un peu particulière, et que globalement, la ligne des lanthanides voit le remplissage de la couche 4F, de 4F1 à 4F14, avec des petites discontinuités par moment, mais ça c'est pas mémorisé, et que la ligne des actinides verra le remplissage de la couche 5F. Voilà, ça sera suffisant à mémoriser, les petites exceptions ne sont pas forcément utiles à mémoriser. Ce qu'on va pouvoir constater sur ce tableau, c'est que les éléments d'une même colonne, eh bien, auront une couche de valence similaire. Ils vont constituer une famille. Tous les éléments de la colonne, ici par exemple, qui commence par 2p1, eh bien, auront un électron sur une couche de p, c'est-à-dire 2p1, ou ici 3p1, ici 4p1, etc. etc. De la même façon, tous les éléments qui sont dans la première colonne ont une structure en 1s1, etc., etc. Donc on appelle donc ça des familles d'éléments, puisqu'ils ont même structure électronique externe. Ça permet de classer les différents blocs du tableau périodique en famille de remplissage, je dirais. Le bloc S correspond au remplissage des orbitales S. Le bloc D correspond au remplissage sur les 10 cases du bloc D
de D1 à D10, des orbitales D. Le bloc P correspond au remplissage des orbitales P. On notera que l'hélium a été mis pour des raisons de similarité de propriétés sur la colonne 18, bien qu'il appartienne au bloc S. Et enfin, le bloc F eh bien, correspond au remplissage, on a vu tout à l'heure, des deux orbitales 4F pour la première ligne et 5F pour la deuxième ligne du bloc F. Parmi toutes ces familles sont à mémoriser des familles remarquables. La première colonne, à l'exclusion de l'hydrogène, s'appelle la famille des alcalins. Ils sont tous avec un électron S sur la couche externe. L'hydrogène aussi, mais l'hydrogène n'est pas appelé alcalin pour des raisons qu'on évoquera plus tard. La colonne numéro 2, à partir du beryllium, donc, est celle qui se nomme famille des alcalino-terreux, qui ont tous deux électrons sur la couche externe 2S, S, pardon, donc 2S2, 3S2, etc., etc. Les halogènes sont la colonne 17 et ont tous 7 électrons sur la couche externe, S2, P5, on dit 7 électrons de valence. Et enfin, les gaz rares, à l'exclusion donc de l'hélium, ont une structure en NS2, NP6, c'est-à-dire 8 électrons sur la couche externe. On reconnaît ici, ce dont on reparlera, la règle de l'octet, qui confère à ces gaz une propriété de stabilité assez grande. L'hélium, quant à lui, a une structure relativement stable aussi, mais évidemment, n'a pas de couche P, donc a une saturation de sa couche externe en 2S2, donc n'a pas la même structure externe que les gaz rares, mais il est aussi relativement stable. Voilà, je vous remercie de votre attention, à bientôt.